départ avec Dominique Baudis. Lafitte, vainqueur du Grand Prix d'Allemagne de Formule 1, une sorte d'hommage à son ancien coéquipier Patrick Depailler. Ted Kennedy s'accroche à la veille de la convention démocrate. Le sénateur espère encore arracher l'investiture de son parti pour les présidentielles. Les Rolling Stones en France cet automne. En exclusivité pour TF1, Mick Jagger présente son dernier disque et en annonce un autre pour février. Bonsoir. Demain, avec l'ouverture de la Convention démocrate à New York, ce sera le début d'une semaine décisive pour l'élection présidentielle américaine. Face à Ronald Reagan, le champion des républicains, désigné il y a quelques semaines à Détroit, qui sera le porte-drapeau des démocrates? Très vraisemblablement Jimmy Carter, répondent les observateurs politiques. En effet, le président en exercice a remporté la plupart des élections primaires. Il dispose donc d'une confortable avance sur son rival, Ted Kennedy, et pourtant le sénateur du Massachusetts ne désarme pas, malgré les revers électoraux qu'il a subis. Il fait montre d'une remarquable ténacité, vous allez le voir avec ce reportage de Dominique Bromberger. Quand Ted Kennedy se lance en campagne à l'automne 79, rien ne paraît pouvoir l'arrêter. Carter est déjà au plus bas dans les sondages d'opinion, et tout se passe comme si le sénateur du Massachusetts répondait à l'appel de l'Amérique plutôt qu'il n'essayait de la conquérir. En somme, à cette époque, on croit revivre une nouvelle histoire d'amour entre la famille Kennedy et le pays. C'est oublier qu'il n'en va pas ainsi de la politique, et que si Ted a su se montrer un oncle exemplaire avec les enfants de ses frères assassinés, il n'a jamais eu à mener de véritables combats électoraux. Le soir de la primaire du New Hampshire, la famille est bien là autour de lui pour célébrer l'anniversaire de sa fille, mais les électeurs l'ont déserté. C'est la première d'une série de défaites au cours desquelles Kennedy aura à faire contre mauvaise fortune bon cœur. Car dans la première partie de la campagne électorale, il va découvrir que le peuple américain ne lui a toujours pas pardonné Chappaquiddick. Mais ce candidat qu'on croyait fragile s'accroche contre tout espoir. Et devant ce courage, l'opinion semble lui pardonner un peu. De surcroît, récession et inflation détournent les électeurs de Jimmy Carter. Les dernières primaires seront favorables à Ted Kennedy. Trop tard, Carter a trop d'avance, il a la majorité des délégués à la convention. Surprise, Ted Kennedy continue. Passant son temps au téléphone ou en réunion, comme si la campagne des primaires n'était pas terminée, il tente de démontrer aux délégués de Carter qu'ils peuvent encore changer d'avis et plaide pour une convention ouverte où chacun d'entre eux sera délié de ses obligations. L'affaire Billy aide un peu, mais Kennedy semble présomptueux en affirmant qu'il gagnera ce combat-là. En tout cas, il se comporte comme s'il était décidé à rester en campagne encore plus longtemps. Bonsoir. J'ai été en France pour mon service militaire. Et il y a 25 années, Il faudrait sans doute un miracle pour que Ted Kennedy emporte la nomination de son parti à la Convention démocrate. Mais peut-être après tout, en 7 mois de campagne, en 1980, aura-t-il appris à être un bon candidat pour 1984? Dominique Bromberger, TF1, Washington. Le cyclone du siècle, Allen, est en train de s'éteindre peu à peu sur les côtes du Texas, qu'il a d'ailleurs très fortement ravagé. Sur son passage à travers les Caraïbes et le golfe du Mexique, Allen a laissé plus d'une centaine de morts et près d'1 milliard de dollars de dégâts. En revanche, aux États-Unis, il n'y a pas eu de victimes. Les habitants de la côte texane avaient abandonné leur domicile à l'approche du typhon. La catastrophe a été évitée de justesse pour un pétrolier qui était en panne de machine dans le golfe du Mexique. Après avoir dérivé au milieu des plateformes de forage, il s'est finalement échoué à quelques kilomètres de la côte. L'équipage a pu être évacué. Et puis, signalons enfin qu'au Mexique, 50 000 personnes ont été sinistrées par le passage du typhon.
Le bilan de la tragédie de Bologne s'est encore alourdi. Plusieurs blessés ont succombé à l'hôpital. Le massacre se solde maintenant par 80 morts et 6 personnes sont toujours hospitalisées dans un état très grave. 2 violents accrochages ont éclaté hier le long de la frontière séparant l'Iran et l'Irak. Entre les deux pays voisins, la situation ne cesse de se dégrader et c'est peut-être d'ailleurs l'une des raisons de l'agressivité dont les partisans de Khomeini font preuve maintenant vis-à-vis de l'Union soviétique. Ils reprochent en effet à Moscou de soutenir militairement le régime de Bagdad. Et l'ayatollah Khomeini vient d'élargir en quelque sorte le club des nations qu'il qualifie de satanique. L'URSS, comme les États-Unis, est maintenant traité de grand Satan. Des attaques qui mettent la diplomatie soviétique dans l'embarras. De Moscou, une correspondance de Gabriel Meretti. Tout comme elle avait ignoré le pseudo-ultimatum de l'ambassadeur d'Iran à Moscou, cesser de livrer des armes à l'Irak, sinon je pars, la presse soviétique a passé sous silence la diatribe de l'imam Khomeini. Depuis le départ du Shah, avec qui le Kremlin entretenait des relations on ne peut meilleures, Moscou n'a fait connaître que 3 fois ses préoccupations. Début janvier, lorsque des manifestants se sont attaqués au bâtiment de l'ambassade soviétique à Téhéran, puis lorsque les Iraniens ont fermé le robinet du gaz qu'ils vendaient à l'URSS, enfin, début juillet, pour dénoncer les menaces qui, selon Moscou, pesaient sur son ambassade. Que peuvent donc faire les dirigeants du Kremlin? Pas question de choisir entre l'Irak et l'Iran, pas question non plus d'intervenir militairement, alors ils ont choisi d'attendre, quitte à prendre en marche le train de l'anti-khoméinisme comme ils avaient pris celui de la République islamique. Gabriel Meretti, TF1, Moscou. Du sport maintenant avec une mauvaise nouvelle. Le pilote motocycliste français Patrick Ponce a été grièvement blessé cet après-midi. Il courait le Grand Prix d'Angleterre. Son accident a eu lieu à Silverstone. Il a été blessé à la tête. Patrick Ponce a été immédiatement hospitalisé dans un établissement où 2 autres motocyclistes français, Patrick Fernandez et Michel Rougerie, reçoivent des soins à la suite du même accident. Et puis, Jacques Laffite a rendu aujourd'hui le plus bel hommage peut-être à celui qui fut son camarade, Patrick Depailler. Aujourd'hui, sur le circuit d'Hockenheim, où justement Patrick Depailler a trouvé la mort au début du mois, Laffite a franchi victorieusement, au volant de sa Ligier, la ligne d'arrivée d'un Grand Prix d'Allemagne, vous allez le voir, particulièrement mouvementé. Didier Roustan. 14 h à Hockenheim, les joyeux fous roulants dans leur drôle de machine viennent d'effectuer leur tour de chauffe. Attention au départ, vroom vroom, ils sont partis. Pas de surprise pour l'instant puisque la Williams de Jones, qui a réalisé le meilleur temps aux essais, s'installe rapidement en tête devant les Renault de Jabouille et Arnoux. La vie est belle pour Alan Jones, actuellement en tête du championnat du monde et idéalement placé donc dans un Grand Prix qu'il a déjà remporté l'année dernière. Mais n'anticipons pas trop, surtout que Jabouille va attaquer dans le premier virage. Voilà. La voiture jaune est passée, derrière on trouve respectivement Jones, Arnoux, Laffite, Pironi et Rothman, le pilote de la deuxième Williams. Les positions demeurent inchangées jusqu'au 18e tour. En effet, à cet instant de la course, la Ligier de Didier Pironi arrive à son stand au ralenti. C'est l'abandon. Il ne reste donc plus qu'une Ligier, celle de Jacques Laffite, toujours 4e bien entendu, derrière Jabouille, Jones et Arnoux, mais la Renault de ce dernier touchera le rail de la forêt quelques instants plus tard. Après Didier Pironi, René Arnoux est contraint à l'abandon. Pour l'écurie Renault, les ennuis ne font que commencer. Au 27e tour, Jones passe très facilement Jabouille, trop facilement nous a-t-il semblé. Renseignement pris, Jabouille, qui n'a pas été épargné par la malchance cette année, vient de casser sa boîte de vitesse. Au revoir Jean-Pierre. Les Williams de Jones et Rothman encadrent maintenant la Ligier de Jacques Laffite. À 12 tours de l'arrivée, l'Australien est toujours en tête, 11 secondes d'avance sur le Français. Jones semble avoir course gagnée, mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Et oui, Jones s'arrête à son stand victime d'une crevaison du pneu avant gauche. 23 secondes pour changer un pneu. Malgré ce temps record, la Ligier de Laffite est passée, tout comme la Williams de Rothman. Les derniers tours n'apporteront pas de changement. Jacques Laffite remporte son premier Grand Prix de la saison devant Carlos Rothman et Alan Jones. Au classement général, Jones compte maintenant 7 points d'avance sur Piquet, 15 sur Rothman et 16 sur Jacques Laffite. La natation maintenant. Le dernier épisode des championnats de France se déroulait aujourd'hui à Brive-la-Gaillarde. Les 4 journées de championnat ont été relativement ternes. Les nageurs français avaient peut-être donné le meilleur d'eux-mêmes à Moscou. Quoi qu'il en soit, aucune performance n'a été accomplie. Jean-Claude Audin. Dès la première journée, une surprise aux 200 mètres papillon où l'Antibois Christian Donzet se hissait à la première place devant Xavier Savin, excellent à Moscou, et François-Xavier Henry, recordman de France. Dans l'ultime programme de ces 70e championnats figuraient les finales du 100 mètres messieurs, mais suivons à l'image les dernières longueurs de la finale dames où Guylaine Berger, à la ligne numéro 4,
a une confortable avance sur Michel Ricot et remporte donc ce 100 mètres en 58 secondes 50 centièmes. Hier, samedi, Yvan Bouteville, un Lillois de 18 ans, battait le record de France sur 50 mètres nage libre, une nouvelle épreuve, en 23 secondes 98 centièmes. Nous le retrouvons aujourd'hui dans les derniers 50 mètres de la finale du 100 mètres, où une fois encore, il se distingue. A noter l'absence de René Écuyer, recordman de France de cette distance, en 51 secondes 62 centièmes, alors que Yvan Bouteville, la révélation de ces championnats, va remporter cette épreuve en 52 secondes 63 centièmes. Cet après-midi, nouveau record de France pour le club de Marseille au relais 4 x 100 mètres nage libre messieurs, en 3 minutes 33 secondes 23 centièmes, ancien record 3 minutes 36 secondes 9 centièmes. La Loire, le plus grand des fleuves français, la Loire est toujours le seul de ces fleuves à ne pas être aménagé. C'est ce que souligne un rapport très détaillé préparé par M. Chapon, député de la Loire. Un rapport qui propose également toute une série de mesures d'aménagement qu'on appelle intégrées, afin d'éviter la catastrophe hydraulique qui était redoutée par certains. Les travaux d'aménagement pourraient durer 15 ans et ils seraient inscrits au 8e plan, les grandes lignes du projet présentées par Marie-Laure Augry. Majestueuse, nonchalante, apparemment inoffensive, la Loire peut être redoutable. L'irrégularité de son débit, qui peut varier de 10 mètres cubes secondes à 9000 mètres cubes secondes, fait toujours craindre le pire. Le pire, c'est la crue, cette fameuse crue centenaire qui, si elle survenait aujourd'hui, ferait 300 000 sinistrés, de nombreux morts et 3 milliards de dégâts. En 1856, en 1866, Orléans, Blois, Tours étaient sous les eaux. La Loire et l'Allier avaient débordé en même temps, les digues avaient lâché. Lorsqu'il y a crue, ça veut dire que lorsque la crue est très forte, qu'elle passe au-dessus des digues, ça veut dire que les terres sont inondées, les cultures sont ruinées, il peut y avoir des maisons qui sont emportées, il peut y avoir de l'eau dans les rues d'Orléans, comme ça s'est vu déjà au siècle dernier ou même au début du siècle. Et cela ne doit plus exister grâce aux travaux de régularisation qui doivent être entrepris. Trop d'eau l'hiver, mais aussi manque d'eau l'été. En 1976, l'année de la sécheresse, il a fallu arrêter la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, rationner la consommation, freiner l'irrigation, interdire le lavage des voitures. L'alimentation en eau des populations riveraines risque un jour ou l'autre d'être fortement compromise. Premier impératif donc, limiter les excès de la Loire, et pour cela, il faut construire des barrages en amont du fleuve, 4 d'ici 15 ans. Les 2 premiers, Nossac et Villeray, se terminent. 2 types de barrages sont indispensables, puisque la régulation des eaux de la Loire consiste à éliminer ces excès. D'une part, des excès de débit trop importants et de crues sont des barrages écrêteurs de crues qui limitent les crues à 6000 m3 à l'entrée des Vals de Loire. Et d'autre part, des barrages pour pallier la pénurie d'eau pendant l'été, donc qui rajoutent de l'eau pendant l'été. Ce sont des barrages de soutien des étiages qui permettent de compenser les consommations d'eau des différents usagers. Autre précaution indispensable en cas de crue, le renforcement des 500 km de digues. Elles doivent pouvoir contenir sans risque une crue de 6000 m3 secondes. L'effondrement du pont de Tours il y a 2 ans a mis en évidence un autre mal. Le lit de la Loire s'abaisse dangereusement. Une des causes, l'extraction intempestive du sable et du gravier, 12 millions de tonnes par an, alors que la Loire n'en produit naturellement que 800 000 tonnes. Moralité, les piles de pont se déchaussent. Il faut à tout prix réduire ces extractions qui, pourtant, font vivre 300 000 personnes, un problème délicat qu'étudie actuellement une commission spéciale. Cet aménagement hydraulique de la Loire aura aussi des répercussions économiques. La dimension économique doit être donnée à tout l'aménagement, c'est-à-dire que la pratique de l'irrigation, le développement industriel lié d'ailleurs au développement des centrales nucléaires doivent être les atouts majeurs du développement économique et nous permettent de conserver sur place le maximum de notre main-d'œuvre. Il faut régulariser la Loire, non pas pour alimenter spécialement les centrales, mais parce que vous avez, avec un développement économique de cette vallée, des perspectives de consommation humaine extrêmement importantes, des perspectives d'irrigation qui permettront d'y faire des cultures de très haute valeur, et bien entendu, en plus, l'alimentation des centrales nucléaires. Val-de-Loire, Val-de-la-Taume, 14 unités de centrales nucléaires sont déjà programmées. Par contre, pas question d'implanter d'industries lourdes au pays des châteaux. La priorité sera donnée à l'agriculture. Il faut avant tout protéger un environnement de qualité.
Pour les 20 ans à venir, on suggère même l'aménagement de plans de Val, plans qui auront pour but de protéger la faune, la flore, les rives, les îles sauvages et qui devront éviter une urbanisation décousue. Une vaste enquête vient d'être publiée sur le cancer en France. Elle résulte des observations faites par les 20 centres de lutte contre ce fléau. Ces centres doivent en effet suivre les malades au fil des années et les résultats de leurs observations ont été rassemblés dans un document accessible à tous les médecins, un document qui devrait permettre une plus grande efficacité dans le dépistage et le traitement des différents types de cancers. Une enquête de Christiane Delacroix. L'enquête réalisée dans les 20 centres de lutte contre le cancer existant en France est le résultat de 3 ans d'analyse permanente faite aussi bien sur les tumeurs malignes que sur les tumeurs bénignes et leur évolution. Elle a révélé que sur 251 000 consultants, 102 000 étaient porteurs de cancer, dont les 2 tiers n'avaient pas été traités. Elle a mis en évidence une prédominance parmi les tumeurs malignes de lésions aérodigestives chez l'homme et de lésions mammaires et gynécologiques chez la femme, avec 12 000 cas nouveaux de cancer du sein, dont 70% ont pu être traités favorablement. Toutes ces observations, recueillies par 60 médecins, ont été centralisées, confiées à un système informatisé d'enregistrement et de traitement. Ces moyens nouveaux d'information, joints au suivi obligatoire des malades, doivent permettre l'amélioration des connaissances sur la maladie elle-même et une bonne appréciation des résultats dans les différents traitements. Il n'existe pas, je crois, dans le monde, d'enquête du même type qui rassemble autant de données. Il y a par exemple plus de 8000 cancers du sein collectés en 4 ans. Rassemble autant de données et de données aussi cohérentes, c'est-à-dire réunis par un ensemble de médecins qui emploient le même langage. Vous savez, c'est pas facile de faire parler le même langage aux médecins, qui emploient le même langage, qui emploient les mêmes classifications descriptives, qui se réfèrent aux mêmes thérapeutiques. Grâce à des traitements généraux, comme la chimiothérapie, et peut-être grâce à des traitements nouveaux, tout à fait nouveaux, avec des produits de synthèse qui ont sans doute une action immunologique, eh bien, on pourra augmenter de 20 à 25%, ce qui est considérable, les taux de survie dans certaines catégories de malades qui jusque-là avaient des taux de survie particulièrement médiocres. Ce recueil de données sera donc un outil de travail efficace au niveau du choix des thérapeutiques. Reste que les centres anticancéreux ne soignent que 20% des malades et qu'il convient de généraliser à l'ensemble du pays le suivi des malades en élargissant ce premier effort de concertation. Une interview exclusive maintenant, et elle intéressera tout particulièrement les amateurs de rock. Patrice Drevet nous rapporte de Londres une interview de Mick Jagger, qui n'en accorde pourtant presque jamais, à Mick Jagger qui parle le français, on le découvre, à l'occasion de la sortie du 20e disque des Rolling Stones, un disque qui, en 4 semaines, est déjà disque d'or avec plus de 100 000 exemplaires vendus. Voilà, le dernier disque des Rolling Stones, c'est toujours un événement. Est-ce que vous avez éprouvé des difficultés à le créer, à le fabriquer, ce disque? Non, pas du tout. Les difficultés, non. On l'a fait à Paris, on l'a enregistré à Paris, à Boulogne-Billancourt. C'est pour 2 mois, comme ça, 3 mois. Et après, on a fini à New York. On a enregistré beaucoup de chansons, parce qu'il y a seulement 10 chansons pour le disque. On a enregistré à finir 20 chansons. Et cette difficulté, c'est pour les choisir, les 10 sur les 20. Alors après ce disque, il y a encore 10 morceaux en réserve? Oui, 10 morceaux en réserve. Après 3 mois, on va enregistrer 5 ou 6 nouvelles et mettre avec les faire un choix. Et après en février, on peut sortir un autre.
Ça fait 17 ans maintenant que les Rolling Stones existent. Est-ce qu'ils ont encore beaucoup de choses à dire? Bon, vous savez, les rock and roll, c'est les choses très simples. C'est pas une chose compliquée. Ils changent pas beaucoup la musique. Ils changent pour 1 an, 2 ans, et ça revient dans un cercle comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de la pochette du disque? C'est pas mal. Qui a eu l'idée? C'est le type qui a fait le dernier. J'aime pas, c'est pas mal. Les choses importantes dans la musique, c'est après quelques années, c'est dans la rivière comme ça, avec des petites choses comme ça. Vous comprenez? Je ne pas très bon. Quelle est la période des Stones qui a été la plus riche, la plus intéressante pour vous, Mick Jagger? Les premières années sont très difficiles parce qu'on n'a pas de l'argent, mais les premières années, on a beaucoup de force comme ça. Après, après 5 ans, il faut penser un peu. Peut-être les deuxièmes 5 ans, 66. Et dans l'esprit, est-ce que les Rolling Stones ont changé? Est-ce que vous avez bougé avec l'évolution qui... bien sûr, on ne peut pas vivre dans le monde sans bouger. C'est-à-dire, comment vous voyez le rock, comment vous voyez la musique maintenant? Très bonne santé, je crois. Très bonne santé. Oui. Le rock des années 80, vous connaissez? Oui. C'est une bonne santé, je crois. Bon, alors l'avenir, c'est quoi? On ne sait pas. Patrice Devray, une interview de Mick Jagger, c'est rare, il parle peu, il rencontre peu les journalistes. Dans quelles conditions l'avez-vous rencontré? C'était à Londres, je crois. Oui, je l'ai rencontré dans un grand hôtel de Londres, plein d'étoiles. Mick Jagger était là aussi. Tout était prêt, éclairage installé, réglé, et ça a duré 5 minutes, pas une seconde de plus. Alors pourquoi une interview aussi brève? D'abord, il accorde assez peu d'interviews. 5 minutes, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai l'impression qu'il n'avait pas grand-chose à dire sur la musique des Rolling Stones et qu'il ne voulait pas trop parler du dernier disque, qui est d'ailleurs assez controversé. Et puis, les Rolling Stones vivent assez loin, les uns des autres. Ils ne se retrouvent que pour enregistrer ou pour partir en tournée. D'ailleurs, un des membres du groupe, qui s'appelle Bill Wyman, a décidé de quitter le groupe en 1982. Donc c'est un groupe à bout de souffle, vous avez l'impression? Oui, c'est un peu... J'ai l'impression que c'est le début de la fin. C'est dommage parce que les Rolling Stones faisaient partie des 3 grands qui ont marqué les années 60-70 avec les Beatles. Les Beatles, c'est terminé depuis 70, ça, tout le monde le sait. Le Pink Floyd, c'est une autre musique, c'est plus tellement du rock'n'roll. Alors, quoi qu'il en soit, nous les retrouverons sur scène. Mick Jagger m'a annoncé une tournée en France et à Paris pour l'automne prochain, donc on jugera sur pièce. Je vous remercie. Hippisme maintenant, le tiercé à Deauville, l'arrivée de la course, les résultats et les rapports avec Jean-Claude Audin. À 300 mètres de l'arrivée, Sheikh Dom, 3e casaque bleu, va attaquer à l'extérieur, mais nous voyons Billy the Kid, numéro 17, se détacher pour l'emporter facilement devant Spin Drifter, numéro 15. Après photographie, le favori Sheikh Dom, numéro 1, est battu pour la 3e place par Fast Action, numéro 1. Les bons numéros étaient le 17, le 15 et le 16, les rapports dans l'ordre 9 334 francs 50, dans un ordre différent 794 francs, le tout pour 5 francs bien sûr. Et pour terminer ce journal, quelques images d'une manifestation typiquement britannique. Elle se déroule chaque année sur les côtes de Grande-Bretagne. Il s'agit d'un concours d'hommes volants. Il faut aller le plus loin possible dans l'air en ne se servant que de sa force musculaire. Pas de moteur, pas de machine, mais l'imagination, vous allez le voir, a le champ libre.
Voilà, c'est Daniel Vigou qui vous présentera la dernière édition de TF1 Actualité. Bonne soirée, merci de votre attention. Bonsoir. La journée d'aujourd'hui a été surtout marquée en sport par la victoire de Jacques Laffite au Grand Prix automobile d'Allemagne, sur le circuit même où au début du mois, Patrick Depailler a trouvé la mort. Une belle manière pour Jacques Laffite de rendre hommage ainsi à celui qui fut son camarade. Mais Jean-Claude Audin, cela n'a pas été une victoire facile. Effectivement, mais tout d'abord, je vais vous conter une petite anecdote, si j'ose dire. Savez-vous que ce matin, la Williams de l'Argentin Carlos Reutemann a pris feu? Alors de ce fait, il devait courir à bord du mulet, la voiture de remplacement ou de secours, si j'ose dire, qui est de toute façon moins compétitive. Et il a quand même fait la deuxième place derrière Jacques Laffite. Didier Roustan nous retrace maintenant les différentes péripéties de ce Grand Prix, qui est très très riche en rebondissements. 14h à Hockenheim, les joyeux fous roulants dans leur drôle de machine viennent d'effectuer leur tour de chauffe. Attention au départ, vroom vroom, ils sont partis. Pas de surprise pour l'instant puisque la Williams de Jones, qui a réalisé le meilleur temps aux essais, s'installe rapidement en tête devant les Renault de Jabouille et Arnoux. La vie est belle pour Alan Jones, actuellement en tête du championnat du monde et idéalement placé donc dans un Grand Prix qu'il a déjà remporté l'année dernière. Mais n'anticipons pas trop, surtout que Jabouille va attaquer dans le premier virage. Voilà, la voiture jaune est passée, derrière on trouve respectivement Jones, Arnoux, Laffite, Pironi et Reutemann, le pilote de la deuxième Williams. Les positions demeurent inchangées jusqu'au 18e tour. En effet, à cet instant de la course, la Ligier de Didier Pironi arrive à son stand au ralenti. C'est l'abandon. Il ne reste donc plus qu'une Ligier, celle de Jacques Laffite, toujours quatrième, bien entendu, derrière Jabouille, Jones et Arnoux. Mais la Renault de ce dernier touchera le rail de la forêt quelques instants plus tard. Après Didier Pironi, René Arnoux est contraint à l'abandon. Pour l'écurie Renault, les ennuis ne font que commencer. Au 27e tour, Jones passe très facilement Jabouille, trop facilement nous a-t-il semblé. Enseignement pris, Jabouille, qui n'a pas été épargné par la malchance cette année, vient de casser sa boîte de vitesse. Au revoir Jean-Pierre. Les Williams de Jones et Reutemann encadrent maintenant la Ligier de Jacques Laffite. À 12 tours de l'arrivée, l'Australien est toujours en tête, 11 secondes d'avance sur le Français. Jones semble avoir course gagnée, mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Et oui, Jones s'arrête à son stand victime d'une crevaison du pneu avant gauche. 23 secondes pour changer un pneu. Malgré ce temps record, la Ligier de Laffite est passée, tout comme la Williams de Reutemann. Les derniers tours n'apporteront pas de changement. Jacques Laffite remporte son premier Grand Prix de la saison devant Carlos Reutemann et Alan Jones. Au classement général, Jones compte maintenant 7 points d'avance sur Piquet, 15 sur Reutemann et 16 sur Jacques Laffite. Et puis on a appris ce soir une mauvaise nouvelle. Le Français Patrick Ponce a été en effet victime d'un accident dans le Grand Prix motocycliste d'Angleterre. Et Jean-Claude Audin, d'après la dernière dépêche, Patrick Ponce serait dans un état très grave. Effectivement, il est dans un état très grave, mais rappelons tout d'abord que les pilotes français ont connu une dramatique journée au cours de ce Grand Prix. L'épreuve des 500 cm3 comptant pour le championnat du monde, le plus célèbre pilote français, Patrick Ponce, âgé de 28 ans, a été grièvement blessé à la tête. Il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Northampton General, où il est toujours inconscient. L'accident de Ponce est survenu au 3e tour de l'épreuve, au virage de Beckett. Le pilote français est tombé et un autre coureur français, qui le suivait, Michel Rougerie, l'a percuté. Rougerie a été éjecté de sa machine et s'est fracturé une cheville. Auparavant, lors de l'épreuve des 350 cm3, un autre pilote français, Patrick Fernandez, a fait une chute et a été lui aussi transporté à l'hôpital. Patrick Ponce est actuellement le numéro 1 des pilotes français en 500 et 700 cm3, la Formule 1 des motos. Il est pilote officiel de Yamaha et comme les pilotes de Formule 1 auto, il est sorti des formules de promotion moto à l'issue de la Coupe Kawasaki. Rappelons que Patrick Ponce a été champion du monde des 700 cm3 en 1979. Passons, Jean-Claude, à une autre discipline. Il s'agit de la natation, puisque c'était la fin du championnat de France. C'était la fin du championnat de France, qui se déroulait d'ailleurs sur 4 journées, depuis qu'il avait commencé jeudi. Et dès la première journée, une surprise aux 200 mètres papillon,
où l'Antibois, Christian Donzet, se hissait à la première place devant Xavier Savin, excellent à Moscou, et Xavier Henry, recordman de France. Pour terminer, dans l'ultime programme de ces 70 championnats figuraient les finales du 100 mètres messieurs, mais suivant à l'image les dernières longueurs de la finale dames où Guylaine Berger, à la ligne numéro 4, a une longueur confortable sur Michel Ricot et remporte donc ce 100 mètres en 58 secondes 50 centièmes. Hier samedi, Yvan Bouteville, un Lillois de 18 ans, battait lui le record de France sur 50 mètres nage libre, une nouvelle épreuve en 23 secondes 98 centièmes. Nous le retrouvons aujourd'hui dans les 50 derniers mètres de la finale du 100 mètres, où une fois encore il se distingue. À noter l'absence de René Écuyer, recordman de France de cette distance, en 51 secondes 62 centièmes, alors que Yvan Bouteville, la révélation de ces championnats de France, va remporter cette épreuve en 52 secondes 63 centièmes. Cet après-midi, nouveau record de France pour le club de Marseille, au relais 4 fois 100 mètres, nage libre messieurs en 3 minutes 33 secondes 23 centièmes, ancien record 3 minutes 36 secondes 9 centièmes. Jean-Claude, il y avait aussi le tiercé aujourd'hui. Oui, Daniel Bigou, les petits pois, comme dit Daniel, comment il s'appelle, notre ami Théron, spécialiste. Absolument. Les petits pois donc se sont distingués aujourd'hui dans ce tiercé. À 300 mètres de l'arrivée, Cheikh Dom, troisième Kazakh bleu, va attaquer à l'extérieur, mais nous voyons Billy the Kid numéro 17 se détacher pour l'emporter facilement devant Spin Drifter numéro 15. Après photographie, le favori Cheikh Dom numéro 1 est battu pour la troisième place par Fast Action numéro 1. Les bons numéros étaient le 17, comme vous le voyez sur le carton, le 15 et le 16. Les rapports dans l'ordre 9334 francs 50. Dans le désordre, 794 francs pour 5 francs, bien sûr. Je crois que vous avez gagné, Daniel Bigou. Non, pas du tout, mais enfin, je suis content pour ceux qui ont gagné, car c'est un assez bon tiercé. Pendant la semaine qui commence demain, vous n'entendrez plus parler du cyclone Allen. Il s'est éteint en effet aujourd'hui, progressivement, sur les côtes du Texas, en laissant derrière lui, malgré tout, une centaine de morts et plus d'1 milliard de dollars de dégâts. Le pétrolier qui s'est échoué à une vingtaine de kilomètres des côtes texanes, après avoir d'ailleurs évité de justesse lors de la tempête des plateformes de forage, eh bien il est toujours dans un état précaire, mais l'équipage a pu être évacué. Pendant la semaine, vous allez entendre en revanche beaucoup parler de la convention démocrate qui va s'ouvrir à New York et qui va donner lieu à une bagarre très serrée entre Carter et Kennedy. Jusqu'à la dernière minute, le sénateur tentera en effet d'arracher l'investiture à M. Carter, bien que le président dispose à la Convention d'une nette majorité. À noter que tous les sondages marquent une nette diminution de l'avance du candidat républicain Ronald Reagan sur le président Carter, dans l'hypothèse, bien sûr, où celui-ci sera le candidat des démocrates. En France, la semaine qui vient sera surtout marquée par le conflit de Boulogne-sur-Mer qui risque de s'étendre à d'autres ports. Une large mobilisation est en effet prévue par les syndicats. Mercredi à Boulogne-sur-Mer, manifestation générale et opération ville morte. Et puis j'apprends que le président du syndicat des armateurs a lancé ce soir un appel aux syndicats. Danger de pollution sur la Durance et peut-être même sur le Rhône. Une grave rupture d'une canalisation de l'éoduc sud européen s'est en effet produite dans les Bouches-du-Rhône près de Château-Renard. Un geyser d'une centaine de mètres a jailli aussitôt, mais l'alerte ayant été aussitôt donnée, les vannes ont été immédiatement fermées. Il reste qu'une importante quantité de fioul s'est répandue, menaçant ainsi la Durance. Les opérations de pompage se poursuivent toujours. Rien ne va plus entre la princesse Caroline de Monaco et son mari, M. Philippe Junot. À Monaco, aujourd'hui, on a en effet annoncé la séparation officielle, une séparation dont l'annonce a beaucoup surpris Philippe Junot lui-même, qui est actuellement en voyage en Turquie. Selon lui, la princesse Caroline de Monaco et lui-même s'étaient entendus pour ne rien décider avant une longue période de réflexion, précisément avant le 1er septembre. En fait, avant même son départ en Turquie, Philippe Junot avait donné des instructions à son avocat pour rendre publique cette mise au point. Rappelez-vous, Caroline de Monaco et Philippe Junot s'étaient mariés le 28 juin 1978. Bruno Mazieu. Madame, voulez-vous prendre pour mari Monsieur Philippe Michel Francis Junot, ici présent? À Monte-Carlo, rien ne va plus. Le conte aura finalement duré beaucoup moins de 1001 nuits. Et pourtant, les deux jeunes gens avaient la beauté, la santé, l'argent, bref, dit-on, tout pour réussir, mais ils n'ont pas réussi ce qui est peut-être le plus important, leur vie de couple.
Ainsi se termine, dans l'amertume sans doute, un véritable conte de fées à l'envers, puisque c'était la princesse charmante qui avait rencontré un berger, ou presque. On murmure d'ailleurs sur le rocher que les parents de Caroline n'avaient pas appuyé très chaleureusement l'union de leur fille de 21 ans avec un roturier qui comptait 17 printemps de plus. Caroline regrette peut-être maintenant de n'avoir pas tenu compte, comme beaucoup de jeunes gens actuellement, des conseils paternels. Philippe se promène actuellement en Turquie avec sa ravissante secrétaire, loin de Caroline restée à Monaco. Cette séparation fera cependant deux sortes d'heureux. Tout d'abord, la presse du cœur, qui va trouver à jaser en attendant que le prince Charles se décide enfin à se marier. Heureux enfin les très nombreux garçons secrètement amoureux de la princesse et qui vont pouvoir de nouveau rêver. Je ne peux pas m'empêcher de vous faire voir ou de vous faire revoir le document que nous vous avons montré à 20h. Il s'agit d'un concours d'hommes volants, une manifestation typiquement britannique. Il s'agit d'aller le plus loin possible dans l'air en ne se servant que de sa force musculaire. Un peu d'imagination et puis regardez. Voilà, avis aux amateurs. Claire Avril, avec vous le programme pour TF1 demain. Eh bien oui, Daniel Duigo, demain notre programme commencera à 12h10 avec Jeanne Pratique et Arlette Chabot va nous parler des échanges franco-allemands. Et puis c'est à 12h30 que avis de recherche avec Jacques Lafitte. Et puis à 13h35, nous retrouverons les héritiers dans un nouvel épisode. Ensuite, nos jeunes amis retrouveront à 17h10 le Viking. À 17h30, vous partirez dans la ferme de Croque Vacances pour rejoindre Claude Pirard et Isidore. À 18h, un documentaire, Mon quartier, c'est ma vie. Mon quartier, c'est ma vie, oui. À 19h, caméra au point. Christian Zuber nous présentera Un homme et des signes. 19h20, vos actualités régionales. À 19h40, nous suivrons une nouvelle aventure de Maïtor. Et à 19h45, votre feuilleton Frédéric. Quant à notre soirée, à 20h30, eh bien, dans le cycle Bourvil, vous pourrez suivre un film d'André Cayatte, Le miroir à deux faces avec Michel Morgan et Bourvil, bien sûr. Et puis nous terminerons la soirée à 22h05 avec la 5e émission de Grand-mère. Voilà donc un aperçu de votre journée de demain, Daniel Duigo. Je vous retrouve avec plaisir demain à partir donc de 12h10. Je vous souhaite une très bonne nuit. Eh bien, à demain, 4 avril. Notre journal est terminé. Bonsoir et bonne nuit. Thank you.